Lorsque j'étais enfant, mes parents et mes professeurs m'ont donné de fausses idées. Ils m'ont dit que si je pratiquais une compétence tous les jours, je deviendrais de plus en plus performante. Ils m'ont dit « Étudie tous les jours et tu deviendras plus intelligente tous les jours. Fais de l'exercice tous les jours et tu deviendras plus forte tous les jours. » Vous avez peut-être entendu des choses similaires. C'est pourquoi la plupart d'entre nous croient inconsciemment que si l'on est constant, les progrès doivent ressembler à cela. Après avoir lu le livre Mastery de George Leonard, j'ai réalisé que cette idée n'était pas seulement fausse, mais qu'elle vous conduisait à l'échec. En réalité, le chemin vers la maîtrise ne ressemble jamais à cela. Il ressemble à cela. Dans cette vidéo, j'expliquerai ce graphique et je vous donnerai 8 leçons pratiques tirées du livre pour vous aider à maîtriser n'importe quelle compétence. Si vous n'en tenez pas compte, vous ne parviendrez pas à maîtriser n'importe quelle compétence. Vous commencerez quelque chose, mais vous perdrez rapidement votre motivation et vous abandonnerez. Vous recommencerez en espérant que les choses seront différentes cette fois-ci, mais les choses continueront à se produire. Ok, commençons. Leçon numéro 1, comprendre les plateaux. Examinons à nouveau le graphique de la maîtrise. Lorsque vous commencez à acquérir une nouvelle compétence, vous faites l'expérience d'une brève poussée de progrès. C'est excitant, mais c'est bientôt suivi d'un déclin et vous atteignez un plateau où rien ne se passe. Même si vous êtes bloqué, ce plateau est toujours un pas au-dessus de votre point de départ. Si vous vous y tenez suffisamment longtemps, un nouveau petit saut se produit, suivi d'une nouvelle baisse et d'un nouveau plateau. Si vous avez déjà essayé de perdre du poids, vous l'avez constaté vous-même. La première semaine, vous perdez 2 kilos. La semaine 2, vous en reprenez un et la semaine 3, rien ne se passe. C'est le plateau. La plupart des gens abandonnent lorsqu'ils atteignent un plateau. Ils s'attendent à une amélioration constante. La maîtrise ressemble davantage à 2 pas en avant, 1 pas en arrière, puis à rester au même endroit pendant un long moment. Il est probable que 95% du chemin vers la maîtrise se passe sur le plateau où l'on ne voit aucun progrès. La maîtrise est un chemin lent et chaotique. Cependant, de nos jours, tout le monde n'a pas la patience de continuer ou de rester pendant ces moments de plateau. Cela m'amène au point suivant. Leçon numéro 2, tout le monde veut une solution rapide. Le chemin de la maîtrise, selon la société, n'a pas de plateau. Au lieu de cela, il ressemble à ceci, un sommet après l'autre. Nous sommes bombardés de messages tels que argent instantané, millionnaire instantané, célébrité instantanée, nouilles instantanées, etc. Tout doit être rapide. Nous ne voulons pas faire de régime, nous voulons un thé magique qui nous fera perdre 5 kilos en une semaine. Nous ne voulons pas faire de l'exercice pour avoir un cœur en bonne santé. Nous voulons une opération de 30 000 $ qui nous ouvrira grand la poitrine. Mais cela ne semble pas avoir d'importance. Au moins, c'est une solution rapide. La vérité est qu'il n'y a pas de solution miracle. Dans ce cas, comment progresser vers la maîtrise? Il suffit de pratiquer pour le plaisir de la pratique elle-même. L'auteur déclare « Nous devons continuer à pratiquer le mouvement inconnu encore et encore, jusqu'à ce que la mémoire musculaire s'installe ou que le mouvement soit programmé dans le pilote automatique. La maîtrise n'est pas une question de raccourci ou de progression constante, c'est la façon dont vous gérez le plateau qui compte. La question est la suivante. Quel est votre état d'esprit? Le novice? L'obsessionnel ou le hacker? Nous le découvrirons dans la prochaine leçon. D'ailleurs, soyez très attentifs car vous allez vous voir. Leçon numéro 3, les 3 types de personnalités. 1. Le novice. Le novice aime commencer de nouvelles choses, qu'il s'agisse d'un sport ou d'une nouvelle carrière. La nouveauté l'enthousiasme. Lorsqu'il fait ses premiers progrès, il est ravi. Mais ensuite, il y a un plateau. Son enthousiasme s'estompe. Il commence à sauter des cours. Il commence à se dire « peut-être que ce n'est pas pour moi ». Il abandonne et commence quelque chose de nouveau. Il en va de même pour les carrières. On est enthousiaste au début et puis « oh non, c'est reparti pour un tour. Peut-être que ce travail n'est pas fait pour moi ». Il est temps de regarder autour de soi. Le novice a un très long curriculum vitae. 2. L'obsessionnel. L'obsessionnel, comme son nom l'indique, est obsédé. Il aime les résultats et peu importe la façon de les obtenir, il lui suffit de les obtenir rapidement. Il reste après les cours à discuter avec l'instructeur. Il demande quel livre et quel cours il peut acheter pour progresser plus rapidement. L'obsessionnel commence par faire de grands progrès, mais lorsqu'il se retrouve sur un plateau, il ne l'accepte pas. Si le débutant abandonne lorsqu'il atteint le plateau, l'obsessionnel redouble d'efforts. Il refuse le plateau. Il se surpasse, il travaille toute la nuit, il prend des raccourcis pour obtenir des résultats rapides. Après avoir connu des hauts et des bas, il se blesse à force de redoubler d'efforts. Il ralentit et finit par abandonner. 3.
Le hacker. Le pirate, hacker, a une attitude différente. Il est prêt à rester sur le plateau mais ne veut pas non plus travailler dur pour atteindre le niveau suivant. Après quelques progrès, il atteint un plateau et y reste. Il s'en moque, il aime sa zone de confort. Au travail, il fait juste ce qu'il faut pour s'en sortir, part tôt, prend toutes les pauses, parle au lieu de travailler et se demande pourquoi il n'est pas promu. Pour résumer, le novice atteint le plateau, prend peur et abandonne pour se lancer à la poursuite d'une autre nouveauté. L'obsessionnel refuse le plateau, il redouble d'efforts, se blesse, finit par s'épuiser et abandonne. Le hacker atteint le plateau et reste dans sa zone de confort. Selon l'auteur, dans ses ateliers, il demande à l'auditoire de lever la main et de dire lequel des 3 termes le décrit le mieux. Dans presque tous les cas, la réponse se divise en 3 tiers presque égaux. Alors, lequel êtes-vous ? Ces 3 caractères ne sont pas censés indiquer à quel point vous n'êtes pas à la hauteur, mais plutôt vous aider à progresser sur la voie de la maîtrise. En reconnaissant lequel vous êtes, vous pouvez ajuster votre façon de réagir lorsque vous atteignez le plateau. En dehors du plateau et de ces 3 personnalités, il y a une force plus puissante qui va vous arrêter. Cette force se trouve à l'intérieur de vous-même et s'appelle l'homéostasie. Je l'expliquerai dans la prochaine leçon. Leçon numéro 4, comprendre l'homéostasie. Voici une famille de 5 personnes dont le père est alcoolique. Lorsqu'il boit, c'est le chaos dans la famille. Le chaos est donc l'état normal. Pour une raison quelconque, le père décide d'arrêter de boire. On pourrait penser que la famille vivra heureuse jusqu'à la fin des temps. Cependant, quelques mois plus tard, un autre membre de la famille, disons le plus jeune, fera quelque chose qui créera le chaos dans la famille. Pourquoi cela se produit-il ? À cause de l'homéostasie. L'homéostasie est une force qui tente de maintenir les choses dans un même état, même si cet état est malsain et misérable. Par exemple, si vous ne faites pas d'exercice pendant 20 ans, votre corps considère que c'est normal. Lorsque vous commencez à faire de l'exercice, quelque chose peut se produire. Vous aurez peut-être des vertiges, vous ressentirez peut-être un sentiment de panique à l'intérieur de vous. Et c'est l'homéostasie qui donne son signal, qui résiste au changement. L'homéostasie est la façon dont le corps et l'esprit tentent de maintenir les choses familières. Elle ne fonctionne pas seulement à une très petite échelle, comme celle des cellules de notre corps, mais aussi à une grande échelle, comme celle d'une famille ou d'un pays. Nous pourrions penser que notre culture n'aime pas le changement, mais la vérité est que l'homéostasie s'efforce de maintenir les choses telles qu'elles sont, même si elles ne sont pas très bonnes. Elle résiste à tout changement. Elle a une façon sournoise de se défendre, comme dans l'exemple du père alcoolique ou de la sensation d'inconfort lorsque vous commencez à faire de l'exercice. Alors, s'il y a homéostasie, comment pouvons-nous changer ? C'est ce que j'expliquerai dans la prochaine leçon. Leçon numéro 5, 3 façons de gérer l'homéostasie. Tout d'abord, reconnaissez le fonctionnement de l'homéostasie. Vous pouvez rencontrer une résistance sous différentes formes, physique, mentale ou sociale, de la part de vos amis et de votre famille. Supposons que vous vous leviez toujours tard et que vous changiez maintenant. Auparavant, vous arriviez au bureau après 9 heures et maintenant que vous vous réveillez plus tôt, vous arrivez à 8 heures. Vos collègues ou votre famille ne verront peut-être pas ce changement d'un bon œil. Ce n'est pas parce qu'ils vous veulent du mal, mais vous devez être conscient que c'est simplement l'homéostasie qui fait son travail. Deuxièmement, vous devez être prêt à négocier avec votre résistance au changement. Que faire alors ? Ne reculez pas. Vous ne pouvez pas savoir exactement où la résistance va surgir. Est-ce à l'intérieur de votre corps ou par les personnes qui vous entourent ? Restez vigilant, utilisez cette résistance comme un guide. C'est le signal que vous êtes en train de changer. Troisièmement, mettez en place un système de soutien. Entourez-vous de personnes qui comprennent ce que vous vivez, c'est-à-dire de personnes qui ont été confrontées à des défis similaires ou qui suivent un parcours similaire. Il peut s'agir d'un mentor, d'un ami ou même d'une communauté en ligne. Ces personnes peuvent vous donner des conseils, partager leurs expériences et vous encourager lorsque vous en avez le plus besoin. Avoir des gens à vos côtés peut faire toute la différence lorsque l'homéostasie tente de vous ramener à vos vieilles habitudes. Maintenant que vous avez compris ce qu'est un plateau, les 3 types de personnalités et comment gérer l'homéostasie, vous avez probablement une longueur d'avance sur 95% des gens. Cependant, ne vous réjouissez pas encore car il y a 10 défis qui vont vous arrêter. Leçon numéro 6, 10 défis sur le chemin de la maîtrise. 1. Le manque de cohérence. D'accord, je reconnais que la cohérence est primordiale. Je ne vous contredis pas sur ce point, mais je tiens à vous mettre en garde contre ce que j'appelle la cohérence aveugle. Je m'explique. J'ai rencontré un jour un homme qui avait une chaîne YouTube de résumés de livres comme celle-ci. Il avait produit quelques vidéos et m'a demandé mon avis sur sa chaîne.
Dès que j'ai ouvert une vidéo, j'ai vu quelques plaintes concernant la qualité de l'audio. Il y avait également d'autres problèmes, et j'ai donc partagé tout ce que je pensais devoir être amélioré. Au bout de 9 mois, je suis tombée par hasard sur sa chaîne et j'ai été surpris de constater que, pendant tout ce temps, il avait continué à télécharger des vidéos de façon régulière. Cependant, lorsque j'ai cliqué sur l'une de ses vidéos récentes, j'ai remarqué qu'il avait toujours les mêmes problèmes. Oui, il était constant, mais il ne s'était jamais amélioré. Il n'avait jamais changé, il n'avait jamais écouté les plaintes. Pour moi, il s'agit d'une cohérence aveugle. Oui, il faut être cohérent, mais il faut aussi s'arrêter, regarder en arrière et s'améliorer à chaque itération. Si vous restez longtemps au même endroit, il y a de fortes chances que vous ayez oublié d'analyser et de modifier votre plan. 2. Un enseignement médiocre. Vous vous inscrivez à un cours gratuit pour apprendre à créer un site web, mais le formateur omet des détails essentiels, n'explique pas les principes de base et utilise un logiciel obsolète. Vous finissez par vous sentir perdu et frustré, doutant de votre capacité à vous débrouiller seul. Ce n'est pas vous qui êtes en cause, c'est la mauvaise qualité de l'enseignement. Mais n'oubliez pas que c'est à vous, et non à votre professeur, qu'incombe la responsabilité d'obtenir un enseignement de qualité. 3. Un mode de vie contradictoire. Ce que vous voulez réaliser dans votre vie peut être différent de votre carrière actuelle. Par exemple, vous travaillez peut-être comme chef de projet tout en étudiant à l'université, mais vous êtes passionné par la création d'une chaîne YouTube. Cela crée un conflit parce que votre travail et vos études prennent la plupart de votre énergie, ce qui en laisse peu pour votre projet parallèle. C'était exactement mon cas. C'était une situation difficile, mais c'est la réalité de la plupart d'entre nous aujourd'hui. Nous devons subvenir à nos besoins financiers tout en trouvant un moyen de maintenir notre rêve en vie. Si vous êtes confronté au même conflit, vous devez faire des sacrifices et trouver des solutions créatives. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Par exemple, ma solution a été de me lever tôt et de travailler sur mon projet secondaire pendant 2 heures avant de partir au travail. J'ai fait en sorte de travailler d'abord pour moi avant de travailler pour quelqu'un d'autre. 4. Perfectionnisme. Parfois, nous nous imposons des normes si élevées que personne ne pourra jamais les atteindre. La maîtrise n'est pas une question de perfection, il s'agit d'un processus, d'un voyage. Permettez-moi de vous donner mon propre exemple. Pendant longtemps, j'ai lutté contre le perfectionnisme lorsqu'il s'agissait d'embaucher des personnes. Je m'attendais inconsciemment à ce que la personne que j'embauchais soit capable de prendre complètement le relais avec un peu d'aide. Je pensais pouvoir me retirer et les laisser faire. Mais lorsqu'ils ne répondaient pas à cette norme impossible de 100%, j'étais frustrée et déçue. Je les blâmais ou je me blâmais moi-même. Ce n'est que lorsque j'ai pris du recul que j'ai réalisé que le vrai problème venait de mes propres attentes. Lorsque j'ai abaissé ma norme à 80%, tout a commencé à changer. J'ai vu que 80% du travail effectué par quelqu'un d'autre était toujours une aide précieuse. Et avec le temps, au fur et à mesure que nous travaillons sur d'autres projets ensemble, ce taux de 80% s'est lentement amélioré pour atteindre presque 100%. 5. Blessure. Si votre chemin vers la maîtrise est physique, comme les arts martiaux ou le sport, oui, vous devez continuer à vous pousser au-delà de votre zone de confort, mais vous devez quand même connaître vos limites. Ne vous poussez pas trop loin au point de vous blesser. En effet, les blessures peuvent vous faire dévier de votre chemin temporairement ou définitivement. Repousser ses limites dans les affaires ou le sport signifie travailler avec son corps et non l'ignorer. Pour rester en sécurité, il ne suffit pas d'être prudent, il faut aussi être attentif aux signaux de son corps. C'est un peu comme conduire une voiture. Vous ne vous contentez pas de conduire lentement, vous surveillez également les voyants d'avertissement sur votre tableau de bord. 6. La vanité. La vanité fait référence au désir de bien paraître devant les autres, ce qui peut être un obstacle important sur le chemin de la maîtrise. Lorsque vous vous concentrez trop sur le regard des autres, vous évitez de prendre des risques, d'essayer de nouvelles choses ou de faire des erreurs. Au lieu de poser des questions lors d'une réunion au travail, vous vous dites « si je pose cette question, les gens vont penser que je suis bête ». Alors vous restez silencieux. Ou si vous commencez un cours de boxe, vous vous inquiéterez tellement de votre apparence que vous oublierez de vous concentrer sur la pratique de la technique. Cette peur d'avoir l'air ridicule vous empêchera de progresser. Les vrais maîtres ne doivent pas avoir peur de passer pour des idiots ou de faire des erreurs. 7. L'excès de compétitivité. Le maître qui ne pense qu'à gagner est condamné à perdre à long terme. Le dicton « gagner n'est pas tout, c'est la seule chose » est l'un des plus grands mythes. Si la victoire est la seule chose qui compte, alors la pratique, la morale, la discipline et le caractère ne signifient rien. L'excès de compétitivité crée plus de perdants que de gagnants. Qui sait combien de futurs médaillés olympiques ont abandonné le sport parce que leurs entraîneurs prêchaient que battre l'école de l'autre côté de la ville était le seul objectif et que la façon de jouer importait peu tant que l'on gagnait.
Ne vous méprenez pas. Gagner est une partie importante du voyage, mais ce n'est pas tout. La compétition ajoute du piquant à la vie, tout comme le sel et le poivre ajoutent de la saveur à la nourriture. Mais le sel et le poivre ne peuvent pas constituer tout le repas. Un véritable maître sait comment gagner avec grâce et perdre avec la même grâce. 8. L'obsession du but à atteindre. Lorsque vous voulez escalader une montagne, vous devez être conscient que le sommet est devant vous, mais ne pas continuer à le regarder. Gardez les yeux sur votre chemin. Ne regardez pas constamment votre objectif d'1 million de dollars. Visez plutôt les premiers 1 000 $, puis les 10 000 $, puis les 20 000 $. 9. Prix et médailles. Le recours excessif à la motivation externe peut ralentir, voire stopper votre progression vers la maîtrise. Une étude a montré que des enfants recevaient des étoiles d'or en récompense de leur bonne performance. Au début, cela les a motivés à travailler plus dur, mais au fil du temps, leurs progrès se sont ralentis, même si on leur offrait plus d'étoiles. Les enfants se concentraient davantage sur l'obtention d'étoiles que sur l'apprentissage, ce qui montre que si les récompenses peuvent stimuler la motivation au début, elles ne conduisent pas à une amélioration durable. La véritable croissance vient du désir d'apprendre et pas seulement des récompenses extérieures. 10. Ne soyez pas trop sérieux. Appréciez. On dit que le rire est le meilleur des remèdes. Détendez-vous de temps en temps et faites en sorte que votre chemin vers la maîtrise soit agréable. Leçon 7. Aimez le plateau. Dès notre plus jeune âge, on nous a dit de bien étudier à l'école, obtenir de bonnes notes, d'aller à l'université et de trouver un bon emploi. Encore et encore, on nous a dit de faire quelque chose pour pouvoir obtenir la chose suivante. On nous a appris à valoriser le prix, à courir après la prochaine chose et la prochaine chose. Mais personne ne nous a dit d'apprécier et de valoriser le moment présent, qui est le plateau. Voici comment nous vivons notre vie actuelle. On se dépêche de s'habiller, mais s'habiller ne compte pas. On se dépêche de prendre le petit déjeuner, mais le fait de prendre le petit déjeuner ne compte pas. Puis on se dépêche d'aller au travail, mais le fait d'aller au travail ne compte pas non plus. C'est comme si tout ce que nous faisons entre les choses importantes n'était qu'une corvée. Et le plateau est semblable à ce moment entre deux. Si vous vous arrêtez pour y réfléchir, la plus grande partie de la vie est un entre-deux. Par exemple, il y a 24 heures dans une journée. Une année compte 8760 heures. En dehors des séries éliminatoires, le temps de jeu réel d'un joueur de la Ligue nationale de football est de 16 heures. Pour le joueur, cela signifie que les 8744 heures restantes de l'année se situent entre les deux. Nous savons que les étudiants zen se concentrent sur la méditation, mais ils pratiquent également la méditation en balayant la cour et en faisant la vaisselle. Les étudiants zen ne considèrent pas le balayage et la vaisselle comme des heures intermédiaires. Ces petites choses sont également prises en compte. C'est la mentalité que nous devons adopter sur le chemin de la maîtrise et dans la vie elle-même. La prochaine fois que vous ferez la vaisselle, appréciez le mouvement. Vous n'avez pas besoin de vous dépêcher pendant les moments intermédiaires. Très bien, nous avons presque terminé. Je terminerai cette vidéo par une anecdote de l'auteur. Leçon numéro 8, cohérence malgré l'absence de reconnaissance. Lorsque l'auteur était un petit enfant, son père l'emmenait au bureau le samedi. Son père travaillait dans le domaine de l'assurance incendie. L'auteur raconte qu'il aimait non seulement jouer dans le bureau, mais aussi s'y asseoir et regarder son père travailler. L'auteur a été fasciné par la profondeur de la concentration de son père. Son père était dans son monde, entièrement détendu et concentré alors qu'il ouvrait des enveloppes de tailles et de formes diverses, triait leur contenu en piles et prenait des notes pour sa secrétaire. Tout au long de son travail, ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, son souffle régulier et calme, ses yeux doux et ses mains qui bougeaient régulièrement, presque de manière hypnotique. C'était un homme ambitieux, avec un désir ardent pour les récompenses extrinsèques de son travail, y compris la reconnaissance publique et même la célébrité. Mais surtout, il aimait son travail. Le collègue de son père lui a dit plus tard que son père était l'un des meilleurs dans son domaine. Pourtant, il n'a pas obtenu la reconnaissance publique et la célébrité qu'il avait toujours souhaité. En fin de compte, ce que son père a laissé derrière lui, ce n'est pas la reconnaissance publique, mais un exemple profond d'amour du travail pour lui-même. L'auteur de son travail et la volonté d'y rester, même si l'on n'obtient pas la reconnaissance, c'est de la bonne nourriture et de la bonne boisson. Merci d'avoir regardé cette vidéo.